Ceci est le récit de ma propre apocalypse. Je n'écris pas pour guérir de la thanatopathie, non, vraiment pas du tout. Modifier le réel pour unique objectif et seule motivation. Écrire pour ne pas mourir, ça ne peut avoir de sens. J'écris pour déconstruire, modifier le réel. La fiction et la langue sont des outils guerriers. Guerriers, oui, parfaitement. Ce livre-là, c'est un livre qui clôt, je pense, un cycle et aussi une approche, une démarche dans mon rapport à l'autofiction. C'est un livre qui va de pair avec l'Apocalypse parce que c'est la fin d'un temps, ça c'est certain. C'est aussi le livre de la révélation pour moi à un certain nombre de niveaux qui seront développés dans les bouquins à venir. Ça c'est sûr que c'est un livre de transition. C'est un livre de transition et en même temps je pense que c'est un livre qui clôt vraiment, oui, tout ce qui a été le cycle des mouflettes d'Atropos dans ma maison sous terre. Il y a quelque chose qui est réglé, c'est-à-dire qu'il va de soi que j'abandonnerai pas. Moi, j'ai un rapport à mon travail qui fait que je considère que c'est une série, hein, comme il y a des séries télé. Moi, je suis l'héroïne d'une série littéraire, des aventures fabuleuses et tout à fait trépidantes de Chloé Delhomme. Et à partir de ce moment-là, chaque livre, de toute façon, sera une forme d'épisode ou de hors-série. Il y a des saisons. Mais je pense que toute la complexité de l'apport théorique, etc., sera intégrée parce qu'il a été soulevé là et discuté là. En plus, je fais une intervention à Cerisy, au colloque de Cerisy, en juillet sur l'autofiction qui va être assez importante. Donc ça va vraiment clore aussi un certain nombre de positionnements par rapport à ça. Et puis je vais m'essayer autre chose après. Je pense que maintenant j'ai un rapport très distancié avec les trois quarts des thématiques qu'on animé. Mais j'en suis, Une femme avec personne dedans, c'est le 20e livre. Donc c'est normal aussi que j'ai fait le tour de beaucoup de thèmes déjà, que ce soit le rapport à la famille, le rapport à la mort. Principalement, c'est quand même ça. Le rapport au féminisme, à la prostitution. C'est des thématiques qui sont là depuis le début, qui ont été creusées, qui ont été approchées formellement aussi, pas qu'émotionnellement, formellement sous un tas d'axes. Là, j'étais plus dans ce que j'avais envie de transmettre et de dire. J'avais plus envie de dire que de raconter, on va dire. C'était important d'être clair, important que ce soit fluide, important de dire que cette société patriarcale est affligeante, que la femme n'est pas dans l'obligation, et c'est important de lui rappeler, d'être à la solde du travail famille Chopi, qu'une femme a le droit d'être nullipare, c'est-à-dire de ne jamais accoucher, que l'encouplement est une donnée qui fait que le nous dévore le je et qu'on se perd, qu'il faut être vigilant, surtout en tant que femme, avec toutes ces choses-là. Oui, je crois que j'avais... Et puis travailler aussi sur la notion d'amour, au sens où la découverte pour moi qu'on puisse s'éprendre de quelqu'un au-delà de son corps et donc de son sexe, c'était quelque chose qui était important, j'ai trouvé. Dans la mesure où on demande qu'est-ce qu'on demande aux écrivains quand le livre est achevé, d'avoir transmis quelque chose qui peut peut-être faire avancer un petit peu sa perception du monde. Ben voilà, on reproche toujours à l'autofiction d'être nombriliste. Et moi, je vois pas tellement de différence entre un roman monde et un roman d'autofiction à partir du moment où on aborde finalement exactement les mêmes thématiques. Mediapart. Son statut de victime légitimait sa démarche autant que le résultat. Elle prenait le trauma comme une preuve implacable. Puisque l'horreur est vraie, il y a littérature.
Le problème quand on se définit comme un personnage de fiction, c'est d'expliquer à ceux qui comprennent pas très bien que les identités ne se dérobent pas, que je ne suis pas une surface à transfert à proprement parler, quoi, et même tout court. Donc effectivement, ce que je raconte dans le début de l'ouvrage, c'est que il y a une lectrice qui a voulu être Chloé Delhomme à son tour, ce qui sous-entendait que j'étais pas très incarnée pour pouvoir être kidnappable, si tant est que ce mot existe. Et c'est quelque chose qui est difficile à expliquer en fait. Se sentir être aussi peu existante dans le réel aux yeux du lecteur, pour que le lecteur puisse vouloir se substituer à vous à l'intérieur du corps, limite, quoi. C'est quand même assez bizarre. Ou se substituer dans l'écriture. Enfin, prendre votre place comme dans un mauvais jeu de rôle ou un film d'horreur. C'était un cas bizarre parce que c'est la notion de la responsabilité, c'est-à-dire que la première, quand elle surgit, la première mère de lectrice défunte, et qu'elle m'agresse, elle me met face à ce texte qui s'appelle Éden matin, midi et soir, où elle voit une apologie du suicide. Moi, j'y vois juste un cri de la part de ceux qui ont le droit d'avoir la thanatopathie et qui ont le droit de mettre fin à leur jour parce que c'est leur vie. Et là-dessus, elle me sort évidemment, tous mes textes sont quand même très noirs, très portés sur la notion de la folie et de la mort. Dans ma maison sous terre est un livre dont le geste a pour but de tuer ma grand-mère. Donc effectivement, on peut considérer en termes de magie noire que c'est un choc en retour. Bon, je suis déstabilisée par le premier coup de fil, par la première salve de coup de fil et par ce premier cas. Après, ça se transforme. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'à la fin, c'est moi qui finis en colère, parce qu'arrivé à la cinquième, au cinquième témoignage, qui sont tous différents, seule la première mère a été agressive. Ensuite, ce sont des mères qui essayent de comprendre. Mais la question qu'elle soit agressive ou pas reste toujours la même. Pourquoi ma fille est morte et pas vous ? Pourquoi vous avez survécu alors que vous avez tellement plus morflé qu'elle ? Moi, j'étais une bonne mère. Son père s'est pas tué devant ses yeux. Pourquoi elle s'est flinguée ? C'est quoi votre secret que vous avez eu pour tenir ? Comme si, je sais pas, c'était les bons plans de Rick Azaray. Enfin, je me mets le popotin dans une bassine d'eau froide tous les matins et tout va tellement mieux, je suis résiliente. C'est quand même ouais, assez compliqué de résoudre ça. Parce que je peux pas répondre, contrairement à ce qu'elles attendent ou ce qu'elles me disent. D'ailleurs, vous, au moins, vous aviez l'écriture, mais d'où ? Enfin, je noircissais pas des pages enfants. C'est ma mère qui m'a appris à avoir un rapport ludique à l'écriture. Je savais pas dessiner, je m'emmerdais beaucoup, je m'ennuie très facilement. Donc, elle me disait, aujourd'hui, on va apprendre les trucs en 8, ça s'appelle octosyllabes, voilà, il faut que ça fasse ça. Et on écrivait des poèmes, voilà. Donc, le rapport à l'écriture comme palliatif à l'ennui, mais certainement pas thérapeutique. Et après, je vais pas leur dire si votre fille avait écrit Le Cri du Sablier, elle s'en serait sûrement infiniment mieux sortie. Enfin, genre, c'est n'importe quoi. C'est pas parce que. Alors oui, j'adore la phrase de Guyotat, je chante par ma plaie. Mais c'est pas parce qu'on chante par sa plaie qu'il suffit qu'il y ait plaie pour qu'il y ait chant. Et après, c'est très très difficile dans ma position de praticienne publier. Parce que c'est très vaniteux, ça signifie de dire aux gens, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, moi je suis écrivain, votre pauvre fille, elle essayait, c'est juste monstrueux et dégueulasse, on peut pas dire ça. Et en même temps, c'est pas parce qu'elles, si elles avaient achevé un texte, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, ça n'a pas de sens non plus, donc c'est la question en elle-même qui est déplacée. On peut pas me demander ce que c'est que le ressort. À part le mot volonté, je vois pas ce que je peux répondre. Et c'est étrange comme elles en font peu preuve de volonté dans ces cas-là, les mères, justement. Parce qu'elles n'acceptent pas la volonté de leur fille non plus. Et puis parce qu'elles cherchent des réponses qui font qu'elles seront toujours dans... Elles feront jamais le deuil, elles seront toujours dans la nostalgie. Donc,
Après, je sais pas, j'ai un rapport un peu monstrueux au deuil aussi, c'est autre chose, je le fais peut-être un peu trop vite. Mediapart. Je m'appelle Chloé Delhomme. Je suis un personnage de fiction, un être d'auto-fiction, qui à maintes reprises engage son lecteur à s'écrire par lui-même, à donner à sa vie une forme inédite dont il est le héros. Chloé Delhomme, c'est vraiment une construction à la base. C'est un personnage de fiction, mais c'est devenu complètement moi. C'est-à-dire que j'ai choisi de changer d'identité. Ça voulait dire de creuser même certains traits de caractère et de les assumer définitivement. C'est pas qu'un pseudonyme. C'est vraiment l'imposition et l'appropriation d'une identité à proprement parler. Où du coup on a affaire effectivement désormais, parce que je suis en train de m'attaquer au changement officiel à l'état civil en fait, pour que justement ce soit plus clair pour tout le monde, y compris pour moi-même parfois, mais non, Chloé Delhomme c'est juste moi, seulement nous sommes légion. Il y a une mise à nu du dispositif général et du dispositif à la fois organisationnel au niveau de l'architecture et aussi dans les modes de récit qui parlent à qui, de quoi, comment, c'est toujours décomposé, où se trouve la focale en fait, est-ce que c'est l'auteur, est-ce que c'est la narratrice, est-ce que c'est l'héroïne, tout ça est très décomposé. Alors il y a plusieurs raisons. La première effectivement c'est que j'aime bien la tuyauterie à vue. C'est un vieil héritage des lectures de l'Oulipo d'une part, c'est un vieil héritage aussi des avant-gardes, hein, clairement. C'est aussi rattaché, disons, en clin d'œil à l'art contemporain. Après, je pense que dans ce livre-là, dans Une femme avec personne dedans, c'est plus discret, plus camouflé, plus anecdotique aussi que dans certains autres livres. Je pense à Certainement pas ou à Dans ma maison sous terre, où là, l'architecture... disons, la plomberie, là, pour le coup, est vraiment complètement à nu. Ce coup-ci, elle est décomposée sur tout ce qui touche à la notion d'autofiction. Exclusivement, ce coup-ci. C'est pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'autofiction de l'intérieur. Montrer, effectivement, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire l'autofiction ne doit pas ou n'est pas exclusivement des tranches de vie rapportées dans une langue tenant de l'oralité et quelque chose du vernaculaire moche. On peut pas s'arrêter à ça. On peut pas non plus se contenter de dire sans exemple, c'est la restitution d'un vécu et d'un ressenti strictement réel, mais cette restitution est sublimée par la belle écriture, ce qui veut rien dire non plus. Donc en fait, moi ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a une dissociation qui est nécessaire, puisque l'autofiction, on sait qu'avec Dubrovsky, bon, c'est donc la restitution en gros de faits strictement réels par le biais de quelque chose qui est quasi analytique dans l'écriture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même surtout cette histoire de trinité, auteur, narrateur, héros, qui montre que on est toujours dans une distanciation, on est toujours dans une part qui est entre la fiction au sens de quelque chose qui n'est pas réel, et l'injection de fiction dans le réel. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse moi avec l'autofiction, c'est ses potentialités plus que ses résultats en tant qu'œuvre littéraire. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut donner comme impulsion au lecteur l'idée que son jeu est souverain, qu'il peut donner à sa vie la forme qu'il souhaite, et qu'il ne doit jamais oublier qu'il n'a pas à subir des narrateurs, qu'il reste toujours l'auteur, et surtout qu'il ne faut pas qu'il perde de vue que c'est lui qui doit être le héros de l'histoire. Donc c'était une façon d'intégrer l'autofiction dans un système qui est plus directement avec une implication réelle humaine en fait, et que c'est pas juste une petite théorie littéraire un peu décriée puis à la mode, haïe donc tellement à la mode, enfin... On n'est pas là-dedans. Moi, je crois que, j'avais commencé avec l'essai que j'avais fait au PUF, la règle du jeu, de montrer à quel point est-ce que le privé étant politique, travailler sur l'intime pouvait avoir des conséquences importantes. C'était un livre sur l'empowerment, vraiment. Je crois que c'était... moi, ce que je vois dans cette tendance à l'autofiction, c'est plus
cette impulsion qu'on pourrait donner et que les gens commencent peut-être à avoir de vouloir, par rapport au storytelling et aux fables sociales et culturelles imposées, reprendre un peu leur existence en main, leur destinée en main, leur jeu, leur individuation, tout ça. Mediapart. Dans la tour, je suis seule, auteur, narratrice, héroïne. Maquiller le réel, au fond, ça changera quoi? Si j'y quoi que j'y fasse, je le sais, un roman d'amour. Pourtant j'hésite encore, redoutant les pièges moites d'un genre qui flirte toujours avec le ridicule. Alors je redeviens en cette heure l'héroïne, personnage de fiction esselé atelier. Alors moi je pense que le petit Robert est la Bible. Alors évidemment il peut se battre avec le trésor de la langue française informatisé. Mais le petit Robert est physique. Je crois que le sens des mots est en train de disparaître un peu ou d'être abîmé par le grand on qui le mâche et le remâche dans tous les sens du n'importe quoi, voire impactante et autres. Voilà. Après, moi, je pense pas que je le perds le sens. J'ai tellement peur que les mots perdent leur sens qu'une fois que je vais vérifier dans la Bible quel petit Robert les définitions stricto sensu, je vais les appliquer après dans le texte de façon drastique, j'ai envie de dire, vraiment. Il faut que ce soit... ça colle, c'est comme la notion de partenaire. La définition de partenaire intègre le multiple pour l'association. Bah voilà, association-dissociation, du coup, il faut que tout colle. Moi, je pense vraiment, pour l'avoir vécu 2 fois, que le mariage est une donnée telle qu'elle est pratiquée complètement obsolescente, en fait. Ça peut pas fonctionner. La notion de partenariat est plus objective, elle peut paraître plus clinique, mais le contrat n'empêche pas de tomber amoureux. Mais je crois que c'est vraiment toujours pour lutter contre ce nous englobant, dévorant. Le partenariat, c'est vraiment un jeu et je. C'est pas un jeu plus je qui donne ce nous horrible où il y a tout de suite la notion de compromis, donc de sacrifice, donc d'abandon de soi. Le partenariat, je l'entends comme quelque chose de plus associatif, effectivement, mais au sens où les incomplétudes seraient remplies, où il y a comme une espèce de définition de force et de faiblesse des deux, mais mise sur le papier, où on dit ok, bon bah, il va falloir que je t'optimise à ce niveau-là, tu m'optimises à ce niveau-là, on passe un accord qui, et voilà, quelque chose de plus... de pas très romantique, ouais, parce que je crois que le romantisme, c'est un peu comme la nostalgie, ça sert pas à grand-chose. Mediapart. J'ai déserté mon corps il y a des années. Je ne suis même pas certaine de l'avoir habité concrètement un jour. J'ai souvent l'impression de flotter juste au-dessus, comme si je n'étais rien qu'une toute petite conscience rattachée par un fil à son système optique. J'ignorais que la vacance pouvait être visible pour une âme extérieure. J'ignorais que ça pouvait avoir des conséquences pour quiconque autre que moi, cet espace organique que je ne sais occuper. Un vide intime, vraiment intime, même pas privé, quoique. La question qui sous-tend les 3/4 de mes livres reste quand même un qui suis-je exploré sans harnais. Un qui suis-je, n'est-ce pas? Un qui suis-je? Qui suis-je? Peut-être bien une femme avec personne dedans. Je m'appelle Chloé Delhomme. Je suis un personnage de fiction. Livre et vie s'entremêlent, mon moi en 3 parcelles, auteur, narratrice, héroïne. Je suis d'une trinité forcée de s'incarner, sous peine d'être expulsée par n'importe quel autrui. Pour moi, Une femme avec personne dedans, c'est vraiment un roman, mais c'est un roman vraiment contemporain. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas
refaire sur un modèle, justement. Il ne s'agit pas de reproduire des technicités romanesques très classiques, déjà établies, qui ne soulèvent pas de nouvelles propositions. Il s'agissait pour moi d'essayer de créer un ouvrage qui soit à la frontière entre le roman d'amour, le roman à clé, la réflexion sur la responsabilité de l'auteur qui tiendrait plus d'un texte qui ne serait pas obligatoirement un récit, et en même temps de créer un agencement formel un peu intéressant, très en miroir, très en écho, avec des souterrains secrets de chapitre en chapitre, parfois de paragraphe en paragraphe. Essayer de créer une architecture qui soit complexe, mais qui ne le paraisse pas au premier coup d'œil, qui paraisse fluide au premier coup d'œil, fluide comme pourrait l'être un roman traditionnel. Et en fait, non, ça serait un petit peu plus audacieux que ça. Une femme avec personne dedans est en soi un geste plus qu'un résultat. Ce qui m'importe là, c'est vraiment montrer la démarche. Le livre en soi, après, je pense qu'il fonctionne parce que je l'ai travaillé quand même plein de fois, vu que j'ai fait cette version, ça m'est jamais arrivé à ce point. Et si j'ai fait cette version, c'est parce que le geste ne cessait de bouger. Parce qu'au début, c'était effectivement un roman d'amour, mais c'était un roman d'amour qui est un roman lesbien classique au début, qui était même avec une espèce d'enthousiasme qui s'est avéré être extrêmement naïf, être le livre d'une hétéro qui abandonnait à jamais les couilles d'idées et le patriarcat pour aller dans le grand monde merveilleux de la sororité. Après, il s'est avéré que ça a été plus compliqué parce que je crois qu'on n'est pas ni... Enfin, pour ma part, je crois pas que c'est une question d'hétérosexuel ou de bisexuel, que tout... Enfin, ou ça serait ça. Et tout ça n'est pas très important au bout du compte, mais ma première approche avait été assez... Oui, je trouvais ça soudainement tellement cohérent. C'est très difficile d'être misandre au point où je le suis et de ne pas avoir une sexualité exclusivement féminine, ça c'est évident. Mais bon, après, encore une fois, on se rend compte que les individualités, les corps, tout ça, c'est pas important par rapport à l'âme qui est dedans. Donc ça, c'était déjà quelque chose sur le geste. Après, et ça se voulait très politique dès le début. Mais de toute façon, le privé et a fortiori l'intime est toujours politique. Après, il y a eu la notion du politique encore par rapport au droit au suicide, qui est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, puisqu'on est dans une société où il y a un suicide toutes les 50 minutes. On est dans une société où les anxiolytiques étant prescrits à outrance et hélas à raison, oui, on a un rapport quand même à la tentative de suicide qui est assez particulière. Les femmes surtout, puisque les médicaments, c'est surtout les femmes qui du coup se ratent. Hein. Les hommes, c'est la pendaison, c'est réglé. 60% des suicides par pendaison, et il y a très très peu de ratés. Et puis il y a cette histoire de responsabilité individuelle aussi, c'est-à-dire que quand vous vous ratez, l'ambulance, les soins, c'est pour votre poche. Et puis aussi le fait que si vous défenestrez, que vous rebondissez sur une bagnole, que vous bousillez en chemin, vous vous retrouvez tétraplégique avec un dossier au surendettement parce que vous avez détérioré le bien d'autrui avec volontairement. Donc du coup, voilà, c'est ce rapport aussi à la responsabilité dans la société, la responsabilité de sa propre existence, de sa propre mort. Il y avait aussi la notion de responsabilité par rapport au désir de ne pas enfanter, jamais enfanter. Essayer de montrer que peut-être avoir un comportement éco-responsable serait peut-être, à présent qu'on est autant de milliards sur cette planète, de faire une petite pause à un moment donné dans la reproduction, si c'est pas définitive, pour certaines populations occidentales.
C'est expliquer aussi que dans le temps, on faisait de la chair à canon, mais que maintenant, on fait de la chair à marcher, et que c'est peut-être pas beaucoup plus intelligent de créer de la chair à marcher. Je sais pas si on est vraiment toujours conscient que, oui, il n'existe de ventre que de l'État, voilà la vérité. Ça, c'est la citation de Bernard. C'est l'État qui enfante les enfants. Voilà la vérité. Oui, c'était des choses comme ça qui étaient nécessaires à mettre en exergue. Ouais. Mediapart. Nous sommes sortis de toi, tu nous as engendrés, il est l'heure d'assumer, nous sommes les conséquences de ton jeu répandu. Nous sommes celles qui arrivent, la chair de ta psychose car nous prenons modèle. Par ta bouche, ton syndrome s'inscrit au corps golem, nous sommes vides et ennuis, de toi nous nous gorgeons. Déstabiliser le lecteur est quelque chose qui me semble assez nécessaire parce que c'est en déstabilisant le lecteur qu'on va lui apporter une sorte de... On va booster son rapport à la lecture, on va le rendre plus exigeant, donc c'est mieux pour lui et c'est mieux pour la littérature aussi, qui fait qu'après des œuvres plus difficiles peuvent enfin trouver des débouchés. Après, il y a le fait que c'est un livre qui ne pouvait pas avoir une seule fin, une fin fermée, une fin décidée. Il s'agit quand même d'apocalypse, il s'agit de la vie et du destin de chacun. Donc il était nécessaire que le lecteur croit avoir le choix, parce qu'en fait il va de soi que dans les trois possibles, il y a un quiz, au terme du quiz ils ont 3 fins possibles, et il va de soi qu'à chaque fois qu'on pense que cette fin nous est parfaitement adaptée, bah, en fait elle est un peu piégeuse, et c'est parce que j'ai pas fini de lui expliquer des trucs au lecteur, il faut que je lui explique jusqu'au bout, et effectivement ça finit par une question, ce roman. Parce que c'est une autofiction collective et c'est une autofiction interactive, en fait, au bout du compte. C'est pas juste mon jeu qui se pose suprême au-dessus de tout le monde, regardez-moi comme mes pleins et déliés sont ravissants. C'est pas ça du tout, c'est vraiment mon jeu, c'est ça. Il a traversé ça, il s'est heurté à d'autres altérités, mais quand même individuelles et vraiment des voies propres. Et vous en êtes où avec le vôtre, quoi? Et qu'est-ce que vous voulez faire de votre parole? L'instance énonciative, elle veut dire quoi pour vous? Et est-ce que vous êtes vraiment je et vous n'êtes pas bouffé par le on, vous n'êtes pas bouffé par le nous? Est-ce que vous êtes sûr que vous ne pouvez pas être un héros? Ce qui m'intéresse, moi, c'est de repousser effectivement les limites du genre roman, de faire quelque chose de très aux frontières des différents genres, un peu comme quand j'ai fait l'essai La règle du jeu, bah j'ai poussé aux limites entre l'essai et le quasi-roman. Bah là, l'essai, le roman, il est entre du roman tradit, autofictif, et en même temps, il y a quand même plein de morceaux d'un peu n'importe quoi dedans. Enfin, n'importe quoi, on s'entend, où il y a de la parodie de poésie, où il y a des phrases seules qui tiennent lieu de chapitre, où il y a tout sauf des chansons cette fois-ci. La littérature, c'est une affaire d'expérience esthétique, pas de narration. Donc, un roman doit être un espace qui doit transmettre du ressenti et provoquer du ressenti, provoquer de l'émotion esthétique.